Bonjour à tous, merci de nous retrouver à l'heure pour les webinaires de French Morning. On est en live sur Zoom et sur Facebook pour ceux qui nous suivent. Merci de venir tous les mardis midi, côte est des États-Unis. On vous retrouve du coup pour les webinaires de French Morning. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de French Morning Media Group. Pour ceux qui nous découvrent, nous sommes le média pour les francophones aux États-Unis. Aujourd'hui, on va parler retraite franco-américaine, on va parler des régimes obligatoires et des investissements à titre privé. On a la chance d'avoir deux experts que je pense vous n'avez pas encore vus sur French Morning, donc on est très content de les avoir aujourd'hui. Donc le premier, c'est Maxime Laporte, il est associé cofondateur du cabinet LLC Retraite. Il s'est associé aux côtés d'Hugo dans la création de ce cabinet. Il est le spécialiste des systèmes de retraite obligatoires française. Grégoire Le Breton, il est conseiller en gestion de patrimoine, ce sera notre deuxième intervenant. Il est au sein du cabinet Épargne Pluriel. C'est constitué une forte expertise dans l'accompagnement des Français expatriés pour gérer, développer leur patrimoine en France. Et il est fortement axé sur le financement de projets locatifs et il accompagne la clientèle étrangère, expat, notamment aux États-Unis. Donc, vous êtes beaucoup à avoir pris une place aujourd'hui, un peu plus de 300. Si vous êtes déjà venu sur nos webinaires, vous connaissez le concept. Vous posez vos questions dans le question-réponse. On a la petite présentation au début qui va répondre à beaucoup de questions. On a reçu pas mal de questions par email, donc n'hésitez pas à bien écouter la présentation. On va essayer de répondre à vos questions dans cette présentation. Et puis, pour les plus téméraires, comme d'habitude, on aime bien entendre votre voix. Donc, levez la main si vous êtes sur Zoom. Si vous êtes sur Facebook, rejoignez-nous sur Zoom. Il y a le lien à droite. Et donc, vous pourrez poser votre question en toute confidentialité. Je garderai juste votre prénom. On n'aura pas votre webcam. On aura juste votre audio. Et comme ça, vous pouvez poser votre question à l'audio. Allez, c'est parti, on va enchaîner avec Maxime et Grégoire qui vont démarrer la présentation et puis moi, je vous retrouve pour le question-réponse. Bonjour, messieurs. Bonjour Romain, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire qui va traiter de la retraite franco-américaine aujourd'hui. On est tout d'abord ravis que vous soyez aussi nombreux à vous être inscrits, à vous être connectés. On est très heureux de voir que la retraite est un sujet qui déchaîne encore les passions. Aujourd'hui, je vais co-animer avec Maxime, que je laisserai se présenter. Me concernant, je suis Grégoire Le Breton, je travaille pour le cabinet Épargne Pluriel depuis maintenant un petit peu plus d'1 an. On a un cabinet de gestion de patrimoine indépendant spécialisé dans l'accompagnement des expatriés partout dans le monde. On va intervenir principalement sur 2 typologies de missions. La première, ça va être du conseil patrimonial, avec une partie, je dirais, un petit peu plus juridique. Pour ça, on est accompagné de partenaires qui sont vraiment spécialistes, comme des avocats fiscalistes, des avocats en droit des affaires, des notaires. Et la deuxième typologie de mission qu'on va principalement réaliser, ça va être le conseil en investissement avec 2 principaux leviers. Le premier qui est évidemment le levier financier. Pour les expatriés, on a recours à des investissements en France, mais aussi au Luxembourg. Le deuxième levier d'investissement qu'on utilise, c'est naturellement le levier immobilier. Et là, on est principalement aujourd'hui sur de l'immobilier français et notamment sur le marché de l'ancien. Bonjour à tous, ravi d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci Romain pour l'organisation et à French Morning USA pour l'organisation de ce webinaire. Donc, je suis Maxime Laporte, comme l'a dit Romain, associé et cofondateur avec Hugo Loy du cabinet LLC Retraite. Alors, pour notre part, nous sommes des experts des retraites obligatoires, donc des retraites publiques, françaises, mais également internationales. La raison pour laquelle, avec Grégoire, on a souhaité organiser ce webinaire aujourd'hui, c'était avant tout pour sensibiliser les expatriés français sur les problématiques de retraite et notamment sur l'optimisation et la maximisation des pensions franco-américaines et également sur la partie plus patrimoniale pour venir optimiser également la partie privée en raison de la perte de revenus qu'implique en général un départ à la retraite. Je vais laisser Grégoire vous expliquer la raison pour laquelle aujourd'hui on se présente en binôme devant vous. On est 2 cabinets distincts
Pour autant, on travaille main dans la main, on a constitué et créé un dossier commun et une expertise commune sur ce sujet de la retraite. On pense que nos deux activités sont extrêmement complémentaires. On va essayer de vous le montrer à travers cette présentation. Et pour cela, Grégoire va évoquer avec vous les différentes synergies de nos cabinets et la raison pour laquelle on se présente en binôme devant vous aujourd'hui. Alors, merci Maxime. Comme l'a dit Maxime, aujourd'hui, on a décidé de se présenter ensemble, et puis notamment dans la même salle aussi. Hein, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Aujourd'hui, entre nos deux métiers, on dénombre principalement à nos yeux 4 synergies. La première, ça va être celle d'avoir une meilleure connaissance de nos clients. On va en effet être 2 cabinets distincts, mais qui vont quand même échanger entre eux, communiquer. Ça va nous permettre d'avoir une vision plus complète, plus globale de nos clients. Et ça, c'est selon nous la garantie d'un accompagnement qui est personnalisé et pertinent. La seconde synergie, ça va être à nos yeux que la partie publique, donc la partie obligatoire de la retraite, va pouvoir être au service de la préparation à titre privé. Savoir quand est-ce que vous partirez à la retraite, comment et avec combien, ça va permettre d'adapter la stratégie patrimoniale, de voir, vous allez aborder ce sujet, mais si les rachats de trimestres de retraite, par exemple, sont plus intéressants qu'un projet à titre privé ou inversement. La troisième synergie, selon nous, c'est quand même qu'on ait des structures souples et agiles. On communique ensemble. Ça va nous permettre aussi d'adapter, de moduler nos dossiers en fonction de chaque personne. Et donc ça nous permet d'avoir une meilleure approche pour nos clients. Et la dernière synergie, ça va être une sensibilisation plus large. On va sensibiliser une clientèle plus jeune sur les sujets de retraite, notamment parce qu'à titre privé, il va falloir anticiper de manière un petit peu plus significative la préparation de sa retraite pour pouvoir se créer potentiellement un patrimoine solide et des compléments de revenus. À présent, je vais évoquer avec vous le sommaire, c'est-à-dire qu'est-ce que nous allons traiter au cours de ce webinaire ensemble. Tout d'abord, on va venir définir votre situation. C'est-à-dire concrètement, dans quelle situation vous vous trouvez d'un point de vue fiscal, mais également d'un point de vue social, c'est-à-dire en tant que détaché ou expatrié peut-être. Donc, Grégoire va définir avec vous quels sont ces éléments, dans quelle situation vous allez donc vous trouver. Par la suite, on évoquera les conventions de sécurité sociale, notamment la convention franco-américaine qui, je pense, vous intéresse majoritairement aujourd'hui. Et vous comprendrez les principes réglementaires des conventions de sécurité sociale entre la France et les autres pays. Après, par la suite, nous aborderons la retraite française, donc le régime obligatoire français, les différents calculs des différentes pensions et également les différentes manières de valider des droits et les possibilités d'optimisation qu'il existe. Ensuite, nous traiterons de la retraite américaine sous le même prisme que la retraite française. Par la suite, Grégoire abordera avec vous des solutions patrimoniales pour venir justement améliorer ces retraites obligatoires publiques qu'on aura décrites juste avant. Et enfin, on terminera cette présentation en vous expliquant quelle est notre approche, l'approche d'épargne plurielle et d'LLC retraite. Et vous aurez également nos coordonnées ainsi qu'un QR code pour pouvoir prendre un rendez-vous avec nous. Je vais laisser la parole maintenant à Grégoire pour définir votre situation. Alors, comme l'a dit Maxime, le premier point essentiel avant de commencer vraiment une démarche de préparation, de compréhension de la retraite, ça va être d'identifier votre statut. Donc ça, c'est vraiment la première question à se poser afin d'appréhender l'impact social, notamment sur votre retraite. Alors, on a sur la slide aujourd'hui mis 2 principaux statuts. Évidemment, il va y avoir des cas particuliers. Potentiellement, entre vous, il y a des cas particuliers. Naturellement, on ne les a pas affichés. Ça ferait beaucoup d'exceptions. Et naturellement, lors d'un dossier, lors d'une consultation, c'est quelque chose qu'on prend en compte. Le premier statut qu'on voulait aborder avec vous, c'est le statut de détaché. Peut-être qu'il y en a parmi vous. Un détaché, ça va être une personne, un Français, mise à disposition par son employeur français à un employeur à l'étranger, en l'occurrence aux États-Unis, en ayant gardé et conservé un contrat de travail français. En l'occurrence, pour votre retraite, aucun impact. Ayant un contrat de travail français, vous êtes assimilé à un salarié français et donc vous êtes encore affilié à la sécurité sociale. Le deuxième statut, je pense aujourd'hui qu'il va être pour la majorité d'entre vous, ça va être le statut d'expatrié.
Une personne expatriée, c'est donc un salarié, un indépendant, donc un chef d'entreprise par exemple, qui part à l'étranger pour travailler à l'étranger et qui va avoir un contrat de travail local. Donc, en l'occurrence, c'est un mécanisme complètement à part. Vous ne dépendez plus, vous n'êtes plus assimilé à un salarié français, donc vous ne dépendez plus de la sécurité sociale. Donc là, l'impact va être très important d'un point de vue préparation de retraite. On vous a fait juste à droite un point qu'il est aussi important de faire, ça va être le fameux statut d'US personne. Une US personne, simplement, ça va être une personne qui est domiciliée, résidente fiscalement aux États-Unis. Alors là, c'est un petit peu les prémices de ma seconde partie. Quels sont les impacts pour une US personne? En réalité, en France, l'accès au support financier sera limité. Il y a un droit de regard du gouvernement fédéral des États-Unis sur les capitaux créés sur place puis exportés. Donc, l'accès au support financier peut être compliqué et peut rebuter certains assureurs, en l'occurrence si on part du courtage en assurance. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser Maxime vous présenter vraiment la partie technique sur les régimes obligatoires de la retraite. Alors, avant toute chose et avant d'aborder le sujet que Grégoire vient de détailler, qui est celui des régimes obligatoires français et américains, toujours pour définir votre situation, on va aborder un dernier point, qui est les conventions de sécurité sociale, conventions bilatérales de sécurité sociale, notamment d'un point de vue français, évidemment, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et plutôt que d'aborder le sujet sous un prisme juridique, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec des exemples. Ici, sur cette slide, vous voyez 4 exemples de 4 personnes différentes avec des parcours multiples. Et on va d'abord débuter avec le parcours de Monica, qui est, je pense, le parcours qui nous intéressera le plus aujourd'hui, étant donné que l'audience est située aux États-Unis et donc a probablement un parcours franco-américain. Donc, dans le cas de Monica, on a un parcours entre la France et les États-Unis. Il existe une convention bilatérale de sécurité sociale entre la France et les États-Unis. Dans cette situation, la France et les États-Unis reconnaîtront les périodes travaillées dans chacun des pays, du fait de cette convention bilatérale de sécurité sociale. Voilà ce qu'il faut retenir dans une situation où on a un parcours entre la France et les États-Unis. Dans le second cas, le cas de Chandler, on a aussi un parcours entre deux pays, la France et l'Australie. A contrario, dans cette situation, nous n'avons pas de convention bilatérale avec l'Australie. Donc, que se passe-t-il? L'Australie, comme la France, ne reconnaîtront pas les périodes. Pour la France, du côté français, on ne reconnaîtra pas la période australienne. Du côté australien, on ne reconnaîtra pas la période française. Et donc là, qu'est-ce qu'on constatera? In fine, quand la retraite sera calculée ou en Australie ou en France, on aura un déficit de temps lié à l'inexistence d'une convention entre les deux pays. Dans ce type de situation, il existe des solutions qu'on viendra vous détailler juste après. Dans le cas de Rachel, là, on a un cas qui est différent, qui est celui d'un principe fondamental dans les conventions de sécurité sociale, qui est le non-cumul des conventions bilatérales de sécurité sociale. En l'espèce, Rachel, elle a un parcours entre 3 pays, la France, le Brésil et les États-Unis. Dans cette situation, on ne pourra pas venir reconnaître 2 conventions. On en reconnaîtra seulement une seule. Donc, du côté français, où elle a passé le plus d'années, on viendra reconnaître la période étrangère la plus longue, en l'occurrence les États-Unis, 14 années. Et donc, elle aura un déficit de temps qui sera lié à sa période brésilienne, qui ne pourra être reconnu sous le prisme de ce principe de non-cumul des conventions de sécurité sociale. Principe très important à garder en tête. Encore une fois, dans ce type de situation, il existe des solutions, tout comme l'Australie, qu'on viendra détailler juste après. Enfin, une exception à ce principe de non-cumul qui est un peu différent, qui est celui des règlements européens. En effet, si vous avez une carrière dans l'espace économique européen, la réglementation européenne permet le cumul de l'ensemble des pays de l'espace économique. Si on regarde notre dernier cas, on a un parcours entre la France, l'Italie et l'Allemagne. Ici, toutes les périodes seront reconnues par l'ensemble des pays évoqués. Pourquoi? Parce que la réglementation européenne permet ce cumul et cette pluralité de pays dans la reconnaissance des périodes pour la retraite. Maintenant, je pense que vous avez une vision qui est assez claire de votre situation, que ce soit d'un point de vue social et fiscal. Donc à présent, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la partie un peu rébarbative qui est celle des calculs de la retraite. Ici, on a essayé de la rendre un peu plus didactique avec des éléments, notamment des idées d'optimisation et des éléments que vous pourriez mettre en place pour d'abord comprendre votre retraite fondamentalement et potentiellement essayer de trouver des leviers d'amélioration de cette retraite.
Donc, on va débuter dans un premier temps avec la retraite française, la retraite obligatoire en France. En l'occurrence, avec le sujet qui intéresse la plupart des gens, qui va être celui de l'âge de départ à la retraite. L'âge de départ à la retraite en France, il se situe entre deux bornes, 62 et 67 ans. 62 ans, âge minimum de départ, 67 ans, âge du taux plein d'office. Le taux plein, pour le définir assez rapidement, c'est la possibilité de toucher sans minoration, de percevoir sans minoration votre retraite. En l'occurrence, vous voyez qu'entre 62 et 67 ans, il y a 5 années, l'âge de départ, cette décision se fera également sous le prisme d'un autre élément qui est la durée d'assurance, élément que vous avez dans la frise juste en bas de la slide. Et donc, la décision d'un âge de départ se prendra sous deux conditions. Celle de votre durée d'assurance, qui sera liée à votre année de naissance. Si je prends l'exemple de 1967, il vous faudra 170 trimestres pour bénéficier du taux plein, entre la borne d'âge 62 et 67 ans. Vous pouvez, par contre, liquider votre retraite, donc c'est-à-dire demander votre retraite à taux minoré à partir de 62 ans, si vous n'avez pas tous vos trimestres. Une exception également, à partir de 60 ans, dans des cas très précis qui sont détaillés dans cette slide, vous avez la possibilité de demander votre retraite pour carrière longue. C'est ce qu'on appelle un départ anticipé. Je ne vais pas venir détailler le régime ici, vous avez les éléments sur la slide. Ce qui nous intéresse principalement ici, c'est de savoir entre 62 et 67 ans, qu'est-ce qui pourrait se passer. Autre élément sur lequel j'aimerais réagir, c'est l'actualité française aujourd'hui sur la réforme des retraites. Vous l'avez compris, borne d'âge 62-67 ans et durée d'assurance juste en dessous. Ces deux éléments sont des éléments sur lesquels le gouvernement actuel souhaiterait agir pour pouvoir avoir plus de cotisants et donc allonger les durées de cotisation. Pour cela, deux possibilités qui peuvent être d'ailleurs cumulées. Changer l'âge minimum de départ à la retraite, en l'occurrence aujourd'hui 62 ans. On pourrait venir le déplacer à 64 ou 65 ans. Vous voyez donc l'impact que ça représenterait. Vous ne pourrez pas demander votre retraite avant cet âge-là. Autre élément sur lequel ils peuvent agir, il s'agira de la durée de cotisation. On pourrait envisager qu'à partir de 1973, on allongerait de l'ordre de 1, 2, 3, voire 4 trimestres cette durée d'assurance qui pousserait obligatoirement les gens, s'ils souhaitent attendre le taux plein pour demander leur retraite, d'atteindre ce nombre de trimestres qui pourrait être 274 ou 176. Voilà les deux leviers sur lesquels le gouvernement pourrait agir aujourd'hui. Maintenant que vous avez un aperçu et une compréhension assez globale de l'âge de départ, on va pouvoir rentrer dans le détail de la validation de ces périodes, de ces trimestres que je viens d'évoquer avec vous. Pour cela, 3 possibilités de les valider. Les périodes d'activité professionnelle, assez classiquement. Donc là, ça peut être un stage, une période d'apprentissage, mais également un job d'été lorsque vous étiez étudiant ou votre activité professionnelle aujourd'hui, tout simplement. Vous avez sur la slide un petit extrait d'un relevé individuel de situation français sur lequel vous voyez notamment l'affiliation à l'assurance retraite, donc le régime général, et les trimestres dans la marge qui sont indiqués, qui remontent auprès de l'administration. Et vous pouvez donc à tout moment aller consulter sur le site assurance-retraite.fr ce relevé avec les trimestres et les périodes qui seront en face de ces trimestres-là. Deuxième possibilité, les événements de vie. Les événements de vie peuvent correspondre à la parentalité, le fait d'avoir des enfants. Pour cela, vous pouvez avoir 4 trimestres au titre de la maternité et 4 trimestres au titre de l'éducation. Enfin, autre élément, la maladie, le chômage ou encore le service national en France peuvent vous permettre de valider des périodes et donc des trimestres. En effet, notamment dans le cas de la maladie, l'assurance santé versera à l'assurance retraite les cotisations que vous auriez dû verser sur votre rémunération pour valider des trimestres. Enfin, dernière possibilité, le rachat de trimestres. Je pense que c'est un élément dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est un élément important, mais assez coûteux. Donc, c'est un élément sur lequel vous devez réfléchir avant de vous lancer dans une telle opération. On va pouvoir regarder la rentabilité de ce type d'investissement. Vous-même pourrez le regarder. Vous pourrez regarder l'impact du rachat d'un certain nombre de trimestres sur votre carrière, une fois que vous aurez compris les calculs qu'on va bien détailler juste après. Le coût de rachat va varier selon votre niveau de revenu, ainsi que selon votre âge. Et ils vont osciller, pour faire assez simple, entre 2 500 et 5 000 euros à peu près pour un trimestre. Donc le coût, comme vous pouvez vous en douter, si pour un trimestre on est à peu près à 3 000 à 4 000 euros, sur 12 trimestres, le coût sera assez conséquent. C'est pour ça que je vous expliquais qu'un tel investissement a le mérite d'être étudié de plus près.
Et c'est pour ça que dans ce webinaire, on va essayer de vous donner des éléments de réflexion sur ce point-là. Et également qu'avec Grégoire, on vous propose cette consultation commune pour essayer d'envisager toutes les hypothèses d'investissement ensemble. À présent, pour vous donner un maximum d'éléments, on va discuter ensemble de la partie du régime de base, donc du calcul du régime de base. Bon, là, on aborde la partie la plus technique, donc accrochez-vous, ça ne devrait pas durer très longtemps. Ici, je vais tout de suite inclure l'impact d'une convention de sécurité sociale, donc l'impact d'un parcours franco-américain, typiquement celui de Monica, dans le calcul français. Donc, vous allez pouvoir comprendre le calcul français et dans le même temps, essayer de comprendre l'impact d'une carrière aux États-Unis sur ce calcul, qui est donc le régime de base, donc en général la partie la plus importante de la retraite obligatoire en France. 3 éléments qu'on va distinguer dans la retraite obligatoire en France. Le salaire annuel moyen, le taux, la durée d'assurance. Tout d'abord, le salaire annuel moyen. Ce sont les 25 meilleures années, donc les 25 meilleures années en revenus que vous avez perçues en France. Je précise bien en France. Et c'est là où, quand on revient dans le cas de Monica, les 16 années passées aux États-Unis ne seront pas reconnues au titre de ce salaire annuel moyen. Ensuite, le taux. Le taux peut s'établir au maximum à 50%. Il s'agira ici du taux plein. Le taux plein, donc ce 50%, pourra être minoré si jamais il vous manquait des trimestres. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec vous, ce fameux taux minoré, si vous envisagez votre retraite avant d'avoir acquis tous les trimestres nécessaires. Et c'est là où l'impact de la Convention de sécurité sociale entre la France et les États-Unis est très important. Pourquoi ? Parce que dans cette situation, dans le cas du taux, on va venir reconnaître la France va venir reconnaître la période américaine dans le calcul de son taux. En l'occurrence, vous pourrez donc atteindre le taux plein. Si on reprend le cas de Monica, on atteindra le taux plein parce qu'elle aura bien validé les 168 trimestres qui lui étaient nécessaires pour bénéficier de ce 50% en France. Et enfin, dernier élément, la durée d'assurance. La durée d'assurance correspondra à un ratio de trimestres. Encore une fois, dans le cas de Monica, c'est ce que vous voyez tout en bas de la slide. Ce ratio de trimestres correspondra uniquement au trimestre au régime général en France sur le nombre de trimestres que Monica devait valider selon son année de naissance. En l'espèce ici, on a donc 104 trimestres en France sur 168. Et donc le calcul, pour résumer, nous donnera ce salaire annuel moyen fois 50% car elle a atteint le taux plein, et 104 sur 168 qui sera notre ratio de trimestre. Et in fine, on aura donc un montant de pension annuelle. Enfin, dernier élément de ce calcul, les possibles majorations et minorations, surtout majoration ici, du fait d'avoir eu 3 enfants ou plus, peut-être d'avoir un enfant en situation de handicap, et également le fait d'avoir poursuivi votre carrière, parce que oui, vous pouvez partir à taux minoré, mais vous pouvez également partir à taux majoré, c'est-à-dire que si vous poursuivez votre carrière au-delà du taux plein, vous allez continuer à valider des trimestres, et ces trimestres validés vous donneront accès à des surcotes, donc des majorations de votre pension. Donc voilà, maintenant vous avez une vision assez claire du calcul au régime de base. J'ai confronté l'aspect impact de la Convention de sécurité sociale et donc impact d'une expatriation. Mais à cela, comme vous avez pu le comprendre, il y a 2 éléments sur lesquels, malgré la Convention de sécurité sociale, 2 impacts existent. Le salaire annuel moyen et la durée d'assurance. Pour cela, il existe des solutions, notamment la CFE, que je vais aborder maintenant. Avant d'aborder ce sujet-là et de le mettre en perspective avec la slide d'avant, j'aimerais vous dire que la CFE est aussi très utile dans les cas que nous avons abordés tout à l'heure, notamment avec un pays dans lequel il n'y a pas de convention bilatérale de sécurité sociale, l'Australie, ou dans le cas où vous avez fait plusieurs pays avec plusieurs conventions et que vous ne pouvez pas les cumuler. À ce moment-là, une affiliation à la CFE peut être une solution. Je vais vous expliquer maintenant du coup l'impact de la CFE et quelle est son utilité. Son utilité va être tout simplement de payer des cotisations en France au sein de la Caisse des Français de l'étranger, donc la CFE, et donc de valider un salaire en France qui sera comptabilisé dans le salaire annuel moyen, donc le premier élément du calcul du régime de base, mais également qui sera comptabilisé dans votre durée d'assurance. Donc littéralement, le jour où vous cotisez à la CFE, vous serez réputé comme un salarié français, c'est-à-dire que vous aurez des cotisations françaises générant des droits en France. Pour cela, il existe 4 classes de cotisation que vous avez ici dans le tableau. Je ne vais pas venir les détailler, mais ces différents niveaux de revenus induiront un montant différent de cotisation et donc des droits qui iront en phase différents.
Mais vous le comprenez bien, l'investissement dans la CFE peut être assez coûteux. Hein. Comme vous le voyez dans le tableau, on peut aller de l'ordre de 7 000 € par an uniquement pour la partie retraite. Donc pareil, c'est un élément qu'il faut étudier de près, mais va pouvoir vous permettre potentiellement de venir maximiser vos pensions de retraite, que ce soit dans le cadre d'une expatriation dans plusieurs pays, mais également dans le cas où vous avez une seule expatriation, mais potentiellement des revenus importants à couvrir et que vous souhaitez bénéficier d'une retraite française plus importante et donc poursuivre une affiliation française. Pour cela, encore une fois, hein, c'est la raison pour laquelle on est deux devant vous aujourd'hui. C'est un calcul qui se regarde. Une affiliation à la CFE de l'ordre de 7 000 € par an n'est pas un investissement sans conséquence. Pour cela, il faut regarder de près l'impact que ça peut avoir. Encore une fois, vous avez les éléments pour avoir cette réflexion, mais c'est également le travail de Grégoire et le mien que de vous orienter sur ce type de décision. Enfin, pour terminer sur la Caisse des Français de l'étranger, sachez qu'il existe 2 éléments supplémentaires qui sont une affiliation à l'assurance maladie-maternité et enfin une assurance accident du travail et maladie professionnelle qui pourront vous couvrir le cas échéant sur ces aspects de la vie. À présent, on a évoqué l'aspect retraite du régime général. Nous allons parler des régimes complémentaires. Ici, on a fait le choix de vous en présenter 2, qui sont les 2 majoritaires en France, de l'ordre de 80-90%, que sont l'Agirc-Arrco, le régime complémentaire des salariés, et le RCI, le régime complémentaire des indépendants. Ici, je vais faire une présentation conjointe car les systèmes sont assez similaires. Vous percevez une rémunération ou un salaire français. Vous payez donc des cotisations en France. Ces cotisations vous permettent d'acquérir un certain nombre de points. À la fin de votre carrière, ce nombre de points est additionné, donne un nombre total de points qui est multiplié par une valeur de service ou la valeur du point. Ceci vous donnera une pension annuelle et cette pension pourra être majorée ou minorée selon si vous êtes dans une situation d'un taux plein, d'un taux minoré ou d'un taux majoré, si vous avez 3 enfants ou plus, voilà, selon certaines conditions et chaque caisse va avoir des conditions différentes. Pour terminer sur la partie française, j'aimerais vous parler de l'impact d'une expatriation sur le sujet précis de la complémentaire. Étant expatrié, vous ne cotisez plus en France, vous n'avez donc plus de complémentaire. Pour cela, il existe encore une fois un autre élément auquel vous pouvez vous affilier, une affiliation volontaire notamment à la CRE ou à l'IRCAFEX ou au RCI, qui vous permettront de cotiser volontairement en étant, par exemple, aux États-Unis, à un système français. Encore une fois, c'est un investissement qui s'étudie, qui se regarde de plus près. Vous pourrez mettre en opposition le coût de ces investissements par rapport à ce qu'ils pourront vous rapporter à la retraite et décider si oui ou non pour vous, cela a un intérêt. Maintenant que vous avez tous les éléments d'un point de vue retraite obligatoire en France, on va aborder le système américain. Car oui, vous avez le droit à une retraite américaine. Et j'en profite en parlant de ça. Sachez que peu importe le pays dans lequel vous avez été expatrié, qu'il y ait une convention ou non, dans chacun des pays dans lesquels vous avez travaillé et donc versé des cotisations, vous avez le droit à une retraite. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est donc la retraite américaine. La retraite américaine a quelques similitudes avec la retraite française, notamment d'un point de vue âge, borne d'âge. À la différence de la France, on ne va pas prendre en compte la durée d'assurance à proprement parler. Vous aurez donc un âge de taux plein fixe qui sera 67 ans. Si vous décidez de prendre votre retraite avant 67 ans, vous aurez une minoration de vos pensions. Et vous pouvez demander votre retraite américaine à partir de 62 ans. Autre élément, vous devez avoir validé un minimum de période aux États-Unis, donc avoir versé un minimum de cotisation pendant une durée minimale pour pouvoir bénéficier d'une retraite américaine. 2 éléments, avoir validé à minima sur le sol américain 6 crédits, un crédit équivalent à un trimestre, donc 6 trimestres, soit 1 année et demie d'activité. Et 2e élément, vous devez avoir validé 10 années au total avec l'application d'une convention. Ici, par exemple, prenons l'exemple de la convention franco-américaine. Vous devez avoir validé 10 années d'activité soumises à cotisation entre la France et les États-Unis. Si vous réunissez ces 2 conditions, vous bénéficierez d'une retraite américaine. Enfin, élément très important, sachez que vous avez la possibilité de dissocier vos demandes de retraite. Comme vous l'avez compris, les bornes d'âge sont similaires, mais in fine, on n'a pas exactement le même fonctionnement. Vous pouvez donc demander, si vous le souhaitez, votre retraite française avant votre retraite américaine et vice-versa. Si le fait de bénéficier d'une retraite dans un des 2 pays plus tôt vous est favorable, vous avez la possibilité de le faire. Sachez-le. À présent, on va évoquer
la retraite qui pourrait être la vôtre. Combien vous pouvez percevoir, jusqu'à quel montant de cotisation il faut aller pour pouvoir bénéficier de ce montant de pension. En l'occurrence, vous pourrez percevoir jusqu'à $40 000 de pension annuelle sur une base de cotisation en 2022, sur une base de cotisation de $147 000. Pour arriver à ce montant-là, les États-Unis prendront en considération vos 420 meilleures rémunérations mensuelles, soit vos 35 meilleures années, sachez-le. Pour accéder à toutes ces informations, rien de plus simple, vous pouvez aller sur le site de la Social Security Administration, vous connecter sur My Social Security et accéder à votre espace sur lequel vous pourrez notamment faire des simulations, comme vous le voyez dans la présentation que vous avez juste ici, et donc anticiper les montants de pension qui pourraient être les vôtres dans les années à venir, selon l'âge auquel vous décidez de prendre votre retraite américaine. Maintenant que l'on a vu tous les aspects de la retraite obligatoire, de la retraite publique, française et américaine, vous avez un certain nombre d'éléments à votre disposition pour calculer, comprendre quelles seraient vos futures pensions et donc mettre en place un certain nombre d'éléments, que ce soit au niveau de la CFE, que ce soit au niveau du rachat de trimestre, que ce soit de la compréhension même du système et de l'âge auquel vous pourrez partir. Et donc à présent, grâce à ces éléments, je vais pouvoir laisser Grégoire vous expliquer comment vous pouvez envisager patrimonialement de pallier également à cette baisse de revenus le jour où vous arriverez à la retraite, et donc la mise en place de solutions, notamment dans le cadre de l'expatriation. Merci Maxime pour cette présentation très complète. Alors c'est assez technique, on a pas mal d'informations sur les slides, hein, vous en faites pas, de toute façon vous pourrez les retrouver par la suite. Donc en effet, je vais aborder les solutions patrimoniales disponibles pour les US personnes aujourd'hui en France. Alors, on va voir tout de suite du coup quels sont, on a vu en première slide pour les US personnes, l'accès aux produits financiers pouvait être rendu compliqué par certaines lois américaines. Donc, on va voir aujourd'hui quelles sont les solutions concrètes. Alors, on a juste un petit problème de diapo, voilà. Alors, pour une US personne, aujourd'hui, il y a différentes options quand même qui sont ouvertes à l'investissement. On va voir lesquelles. La première solution qui est envisagée en France pour préparer sa retraite, c'est évidemment tous les produits estampillés retraite, notamment le fameux plan d'épargne retraite, donc le PER. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le 18 mars, depuis la loi Finance 2022, ce type de supports ne sont plus investissables pour des personnes expatriées, que ce soit aux US ou dans le monde entier. En tout cas, on ne va plus pouvoir faire de versements volontaires complémentaires sur ce type de support. Si vous possédez évidemment déjà un PER en France, pas d'inquiétude, vous conservez vos droits sur ce support. On vous a mis l'assurance vie. Comme je vous le disais en introduction et lors de la présentation de notre cabinet, nous, pour les Français expatriés, notamment pour les produits d'assurance vie, on a plutôt l'habitude d'aller chercher des supports au Luxembourg pour un ensemble d'avantages, en l'occurrence avec un ensemble de lois américaines, avec quand même un droit de regard sur les capitaux qui est assez important par le gouvernement fédéral des États-Unis. Les assureurs sont relativement frileux d'accueillir des capitaux américains au sein de leur compte. Donc malheureusement, l'assurance vie au Luxembourg, aujourd'hui, sauf exception bien sûr, mais va être un support relativement compliqué d'accès pour une US personne. Le PEA, produit franco-français, une enveloppe fiscale, c'est-à-dire un support d'investissement qui vous délivre un avantage fiscal. Vous avez évidemment l'obligation d'être fiscalisé en France pour l'investir. Une fois de plus, comme le PER, comme pour l'assurance vie en France, si vous en avez déjà, si ce sont des supports qui sont déjà ouverts, vous pouvez évidemment les conserver. Alors, le compte titre, qu'on appelle aussi le compte titre ordinaire, le CTO, c'est une enveloppe où je vais pouvoir mettre tous les titres financiers que je souhaite dedans, en tout cas une grosse partie des titres. Ça peut être intéressant, notamment s'il y a un retour prévu en France, que ce soit pour la retraite ou même avant. Ça peut être intéressant d'en ouvrir un, mais nous, aujourd'hui, on estime que ce n'est pas nécessairement la solution la plus optimale parce que les États-Unis, étant un pays très financiarisé, vous avez accès à des supports financiers performants et diversifiés sur place. Donc, il nous reste aujourd'hui un principal support que je vais surtout rentrer du coup dans ce support-là, ça va être l'immobilier français. Je vais vraiment parler de l'immobilier français.
Le monde entier sait que les Français sont relativement chauvins et en France, on a quand même un patrimoine immobilier qui est de belle qualité, c'est de la belle pierre, c'est de l'investissement patrimonial, donc il y a un côté sécuritaire. L'investissement immobilier peut être fait aux États-Unis, évidemment, il y a des tas de très belles opportunités aux États-Unis, mais aujourd'hui, pour ce côté chauvin, on va rester vraiment sur l'immobilier français. La première chose que me demandent les clients quand j'aborde le sujet de l'immobilier, c'est même pas une stratégie immobilière en tant que telle, c'est quid de ma fiscalité, vu que je ne suis pas résident français. Alors, on va l'aborder tout de suite. La fiscalité pour une personne expatriée, ça va jouer en une seule condition. Alors, pour les plus juridiques d'entre vous, pour les personnes les plus juridiques d'entre vous, ça va être l'article 197A du Code général des impôts. La seule condition qui va fixer votre taux marginal d'imposition, ça va être une condition de revenu créée sur le territoire français. J'insiste vraiment sur tout type de revenus. Si vous avez des pensions alimentaires basées en France, si vous faites des rachats sur des produits financiers basés en France, ça rentrera dans le calcul de cette tranche marginale d'imposition. La condition est plutôt simple et claire. Revenu inférieur à 27 794 €, ma tranche marginale est de 20%. Au-delà, on passe à une tranche marginale de 30%. Alors maintenant, quid des fameux prélèvements sociaux? On l'a vu en première slide sur les statuts. En étant expatrié, je ne suis plus affilié notamment au régime de la sécurité sociale. Donc, est-ce que j'ai à m'acquitter de ces prélèvements sociaux? Eh bien, en effet, en France, il faudra vous rester redevable quoi qu'il arrive, en tout cas sur certains types de revenus, mais c'est le cas des revenus locatifs notamment, des prélèvements sociaux au taux de 17,20%. Alors maintenant, on va rentrer davantage dans la concrétisation d'un projet immobilier. Et selon nous, un vrai bon projet immobilier, c'est un projet où on fait appel au leverage, donc au levier bancaire. Donc, qu'en est-il de l'accès au crédit en France? Parce que malheureusement, si ou heureusement d'ailleurs, si on veut financer un bien en France, il faudra se rapprocher d'une banque française. On va commencer par un petit point d'actualité parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'économie est quand même relativement bouleversée. Le premier point, ça va être la hausse des taux directeurs. Alors, la Fed s'y est pris bien plus tôt que la BCE, mais en tout cas, la BCE a d'ores et déjà commencé à monter le taux directeur de manière significative. Ça va avoir un impact sur les taux d'intérêt. Naturellement, les taux d'intérêt seront plus élevés. Ça va amener quand même les épargnants à moins utiliser ce leverage. Donc, naturellement, il va y avoir une diminution de la création de masse monétaire affiliée au secteur de l'immobilier. Moins de masse monétaire créée pour le secteur de l'immobilier, et notamment pour l'immobilier dans le marché de l'ancien, ça va avoir un impact clair sur ce marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la loi de l'offre et de la demande, tout simplement. Moins de création monétaire, on va commencer à avoir une baisse des prix de l'immobilier, en tout cas dans le marché de l'ancien. On ne va pas rentrer aujourd'hui dans les marchés du bureau. Là, on est vraiment sur le marché de l'ancien et donc, il y a toujours eu, historiquement, une corrélation entre hausse des taux d'intérêt et baisse de l'immobilier. Je vous ai mis un point sur le taux d'usure en France aujourd'hui. Il est actualisé de manière trimestrielle. Il a été actualisé le 1er octobre. On a un taux d'usure sur le coût global du crédit qui est de 3,03%. Alors, le ciel peut paraître bien sombre, mais il reste quand même évidemment des éclaircies. Toute crise a ses opportunités. Comment aujourd'hui je peux accéder à un crédit en tant qu'expatrié et notamment en tant qu'US personne? Déjà, la première condition, ça va être naturellement un apport plus important. Cet apport, en France, il est de l'ordre de 30%, plus les frais de notaire. Alors, évidemment, il peut y avoir des exceptions en fonction de chaque dossier. On peut demander simplement 30%. Mais c'est là qu'il va falloir ruser, j'ai envie de dire, et qu'il va falloir être un petit peu plus malin. On va pouvoir utiliser, par exemple, un premier levier qui est le nantissement d'actifs. C'est-à-dire que je vais déposer des avoirs dans une banque, ces avoirs seront pris en garantie par la banque et elle me délivrera un certain crédit par-dessus. Ensuite, on va avoir d'autres ruses, notamment passer par des sociétés civiles immobilières. Si vous avez de la famille encore en France, vous pouvez créer cette société avec quelqu'un de votre famille. Ça va permettre de sortir de cette règle de taux d'usure et d'avoir un crédit professionnel. Bon, en tout cas, il y a des moyens de ruser encore aujourd'hui sur cette partie de crédit. Donc, on peut accéder à un crédit en France. Là, on voit du coup tout l'intérêt de cette synergie aujourd'hui et l'intérêt de ce partenariat avec LLC Retraite. On peut retracer sa carrière
Et l'intérêt que ça va avoir, c'est-à-dire que ça va permettre d'adapter, d'optimiser les efforts de trésorerie que je suis capable de fournir, que ce soit pour un crédit, pour un investissement locatif ou d'ailleurs pour tout type d'investissement à titre privé. Ça va aussi permettre d'avoir potentiellement une obtention de crédit plus tardif. Si j'ai fait retracer ma carrière, que j'ai on va dire des pensions de retraite à hauteur de 5 000 euros par mois, ça va pouvoir quand même rassurer une institution bancaire sur la pérennité de votre capacité à rembourser un crédit. Maintenant qu'on a vu la situation bancaire, on a vu qu'il y a quand même une certaine corrélation avec le marché de l'immobilier, on va commencer à s'intéresser concrètement au marché de l'immobilier. Alors, pareil, même fonctionnement, on va commencer par un petit peu d'actualité entre guillemets. En période de Covid, on avait des taux extrêmement bas, on a vu des taux de crédit à 0,90%, donc évidemment beaucoup de masse monétaire affiliée au secteur de l'immobilier. Donc, on a eu une montée des prix très importante, alors que pendant cette période, on a aussi eu un pouvoir d'achat. Alors, PA sur la slide, c'est pouvoir d'achat. On a eu un pouvoir d'achat légèrement en baisse. Donc, on a eu un prix de l'immobilier complètement décorrélé de ce pouvoir d'achat des ménages français. Et donc, ça va engendrer un mouvement de reconnexion des prix, donc une baisse des prix. On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Comme je l'ai dit, toute crise a ses opportunités. Cette baisse des prix, ça va redynamiser ce marché. Ça va re-rendre solvable le fait que les prix baissent, ça va re-rendre solvable un ensemble de personnes sur le marché qui n'avaient plus accès à l'immobilier. Les vendeurs, on va dire au cours de l'année 2023, vont vouloir vendre tant que les prix ne sont pas trop bas. Les acheteurs vont se dire il y a plein d'opportunités maintenant sur ce marché, donc il faut acheter. Donc on va avoir un marché dynamique. Et un marché dynamique immobilier à long terme, c'est un marché qui finit par être haussier. On peut voir, post-Covid, certaines villes qui sont sur le déclin. Alors, c'est sorti très récemment, mais Orpi et Century 21, qui sont deux gros leaders d'immobilier en France, ont publié leur bulletin trimestriel pour la première fois dans Paris Intramuros, pour la première fois depuis un certain temps. Le prix d'achat de certaines agences et le prix de vente du coup de certaines agences moyens, le prix de vente moyen pour certains biens dans certains quartiers de Paris est descendu en dessous des 10 000 euros du mètre carré. Donc, on a certaines villes qui sont sur le déclin. Mais à l'opposé, on a certaines villes qui se dynamisent. Je pense notamment aux moyennes agglomérations. Le Covid, les confinements répétés, ça nous a fait changer nos habitudes de vie concrètement. On a compris qu'avec un certain budget, les familles pouvaient aller acheter une maison avec un jardin pour profiter avec les enfants, avoir une école plus près, un style de vie plus tranquille. Et donc, on a des moyennes agglomérations qui se dynamisent. Et là, pour le coup, il peut y avoir des opportunités avec une revalorisation qui va rester intéressante. En plus, dans ces villes-là, on a toujours quand même, si c'est notamment des villes étudiantes, une certaine tension locative. Il y aura toujours un besoin de location. Donc, ça va rester des villes dynamiques et potentiellement une belle revalorisation. Alors, quels sont les avantages de l'immobilier pour la retraite? Donc, premièrement, c'est que ce soit pour la retraite ou non, ça va être le fait d'avoir ce levier bancaire aujourd'hui. On va aussi avoir un actif tangible, compréhensible, partir dans des produits financiers. Des fois, ça peut être très compliqué, on n'y comprend pas grand-chose. Là, l'immobilier, au moins, on sait ce qu'on a et c'est du tangible. On va pouvoir capitaliser grâce aux biens. On va avoir potentiellement des dispositifs pour limiter la fiscalité. Alors, quand je parle de dispositifs, ce n'est pas notamment le fameux Pinel qu'on vend en France aujourd'hui. Là, je vais plutôt aborder les régimes de location, mais ça sera sur la prochaine slide. Et donc, limiter la fiscalité va permettre de maximiser les compléments de revenus. Et donc, comme je l'ai dit, on va avoir un marché avec beaucoup de potentiel et beaucoup d'opportunités. Peut-être pas à l'instant T, mais en tout cas au cours de l'année 2023, c'est sûr, on va avoir des belles opportunités. Et quoique, dans certaines moyennes agglomérations, je peux penser à Lille, à Limoges, à Dijon, à Angers, à Tours, bon, tout un ensemble de villes qui restent quand même de taille moyenne mais dynamiques, on peut avoir des opportunités à l'heure actuelle. Alors, je vous ai énoncé ces dispositifs pour limiter la fiscalité. En réalité, je voulais plutôt parler des régimes de location et on va tout de suite rentrer sur le sujet. Le but de cette slide, je vous ai mis un très bref récapitulatif. Je n'ai pas envie qu'on rentre aujourd'hui dans cette partie très rébarbative qui est la fiscalité française. Le code des impôts en France est extrêmement large aujourd'hui. On a 50 pages de règles, 700 pages d'exceptions. Donc, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là. Mais moi, j'aimerais plutôt vous expliquer comment aujourd'hui choisir le régime de location optimal par rapport à ma situation. Pour moi, ça va jouer en fonction de deux choses. Ça va jouer en fonction des revenus que vous avez déjà en France. Potentiellement, vous avez déjà des biens en France. Et la seconde chose, ça va être aussi la taille et la localisation de ces biens.
Si vous avez déjà des revenus issus de location nue en France, que vous avez quand même un capital intéressant, parce que comme disent les Anglais, de toute façon, cash is king. Et donc, si on a un capital intéressant et des revenus déjà basés en France, donc l'envie potentiellement de faire des travaux avec ce capital intéressant, on devrait potentiellement s'orienter plutôt vers de la location nue qui nous permettrait de faire le fameux déficit foncier. Je vais pouvoir imputer un ensemble de charges déductibles, dont les travaux, aux revenus de même nature. Je vais donc pouvoir potentiellement limiter la fiscalité sur les revenus fonciers basés en France. À côté de ça, on va avoir la fameuse location meublée. Là, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir déduire ces charges et amortir comptablement le prix de mon bâtiment. Ça va avoir pour effet de neutraliser ma fiscalité. Ça peut paraître très beau, mais dans la réalité, ce n'est pas fait pour tous les types de biens. Les baux meublés, pardon, c'est souvent des baux de 11 mois. Donc, on est plutôt sur en fait, des baux étudiants, on va dire. En tout cas, sur des logements à destination étudiante. Donc, on va être sur des petits appartements. Et si on rentre sur des appartements avec plusieurs chambres, ou voire des maisons dans certaines villes, il faudra forcément les mettre soit en co-living, soit en colocation. Alors pourquoi? Parce que si j'ai un appartement, par exemple, avec 3 chambres en plein centre-ville de Tours, la cible, en l'occurrence, sera plutôt, on va dire, une famille. Et une famille, elle a envie de se sentir chez elle, elle a envie d'avoir ses propres meubles, et puis surtout, elle a envie d'avoir un bail plutôt sécuritaire. Donc un bail de location nue de 3 ans avec tacite reconduction. Donc voilà, grosso modo, comment est-ce qu'on peut arbitrer entre tel ou tel régime, mais ça naturellement pendant les consultations, en fonction de votre situation, on vous propose les régimes fiscaux qui sont les plus adaptés. Une petite piste de stratégie, c'est l'optimisation. Une piste d'optimisation, ça va être la conversion possible entre ces régimes. Vous achetez un bien, vous faites des travaux, vous profitez de l'intérêt de la location nue pour réaliser ce déficit foncier. Et une fois ce déficit foncier, lorsque mon bail évidemment le permet, je romps ce bail et je passe en location meublée, qu'elle soit non professionnelle ou professionnelle, pour avoir une période de neutralisation fiscale grâce à mes amortissements comptables. Donc ça, cette piste d'optimisation, ça va pouvoir permettre d'optimiser, de rallonger votre période en limitant la fiscalité. Alors, en parlant de fiscalité, il y a un point qui est très important, qui est très méconnu, ça va être la double imposition. On l'a vu avec les conventions bilatérales de sécurité sociale, il y a aussi des conventions fiscales entre les pays. C'est le cas des États-Unis et de la France. Alors, plusieurs niveaux d'imposition aux États-Unis. Il va y avoir le niveau fédéral, le niveau étatique et ensuite au niveau du comté. Les comtés, on n'est pas rentré dedans parce que là, ça serait évidemment beaucoup trop long d'aborder ça maintenant. Je vous ai mis un bref récapitulatif de comment est-ce que l'impôt sur les revenus immobiliers est calculé au niveau fédéral. Une fois de plus, je ne vais pas rentrer dans la formule puisqu'en réalité, dans 99% des cas, il n'y aura pas de double imposition au niveau fédéral parce que le système fiscal est relativement avantageux. Et si toutefois, avec ce régime fiscal, avec ce système fiscal, il reste un résiduel d'imposition, l'impôt payé en France sera consenti sous forme de crédit d'impôt aux États-Unis. Donc, dans 99% des cas, pas d'impôt à ce niveau-là. Au niveau des États, on vous a pris deux cas opposés. Le premier, ça va être le cas de la Floride, qui est très longtemps resté, ça remonte à un moment, qui à l'époque était un vaste marécage. Pour dynamiser ce territoire, ils ont ouvert les lois fiscalement. Il y a très peu d'imposition. On fait partie des 3 États les moins fiscalisés. Et donc, naturellement, il n'y aura pas d'imposition dans ce cas-là. À l'opposé, le cas de la Californie, qui est un des États les plus imposés, la Californie ne tiendra pas compte de l'impôt payé en France et ni même de l'impôt fédéral des États-Unis. Vous devrez réintégrer les revenus locatifs à vos revenus classiques issus de votre travail et ça sera taxé dans les tranches habituelles. Voilà pour la double imposition. Donc, ce qu'il faut retenir de l'immobilier, c'est que c'est un investissement qui, en France, se revalorise bien. On va avoir un marché avec un ensemble d'opportunités. On va continuer, si on ruse un petit peu, de pouvoir utiliser ce leverage bancaire. Donc, ça reste intéressant. On va pouvoir optimiser sa fiscalité française et on va pouvoir, dans certains cas, en fonction des États, limiter sa fiscalité aux États-Unis. Donc, nous, ça nous semble être aujourd'hui un levier très intéressant pour la retraite, mais pas seulement. Voilà, donc maintenant, je vais laisser Maxime. On était ensemble aujourd'hui. C'était important qu'on soit sur la même table en physique ensemble. Et donc, maintenant, il va vous présenter
comment est-ce que nos deux cabinets interviennent ensemble lors d'un dossier. Alors déjà, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin et qui ont suivi cette présentation. Merci beaucoup Grégoire, c'était extrêmement intéressant, notamment les points marchés. On voit qu'énormément de belles opportunités vont se dégager dans les mois et années à venir et que de nombreuses choses et de nombreuses optimisations pourront être mises en place. Alors ici, tout d'abord, avant de vous expliquer notre méthode, notre manière d'intervenir, sachez qu'à droite, vous avez nos coordonnées personnelles, donc à Grégoire et à moi. Vous pouvez nous contacter par email, par téléphone, à votre convenance dans les jours qui viennent, semaines qui viennent. N'hésitez surtout pas à nous poser vos questions, à nous solliciter sur des éléments précis. Vous avez également un QR code pour prendre des rendez-vous directement dans nos agendas. Donc n'hésitez pas non plus à le scanner et à prendre rendez-vous. À présent, je vais évoquer avec vous notre méthode d'intervention. Aujourd'hui, on se présente à deux. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de commun, notamment de faire un dossier commun. Notre approche sera d'abord un rendez-vous préalable avec Épargne Pluriel et LLC Retraite. Épargne Pluriel, en tant que gestionnaire de patrimoine indépendant, aura une quantité d'informations assez conséquente à réunir pour comprendre votre situation. Et nous, de cette synergie, on va pouvoir récupérer ces informations sans avoir à faire deux rendez-vous séparés, distincts. Et donc, on va pouvoir extraire de ces informations l'essence qui nous servira à générer notre dossier. La seule chose pendant laquelle on interviendra sur ce rendez-vous, ce sera de vous demander un certain nombre de documents pour pouvoir raisonner par rapport aux informations qu'on aura également de ce premier rendez-vous avec Épargne Pluriel. Ensuite, on réalisera un bilan commun. Bilan commun, toutefois séparé en deux parties, avec une partie sur les retraites obligatoires, françaises et américaines, et une partie sur votre patrimonial et donc les différentes optimisations que vous pouvez mettre en place en tant qu'expatrié français aux États-Unis ou potentiellement avec un retour en France également. Et à la suite de la réalisation de ce bilan et de ce dossier, on mettra en place donc une restitution commune où un consultant d'Épargne Pluriel et un consultant d'LLC Retraite assisteront en commun. Ça nous semble extrêmement important que, réalisant un dossier commun, nous intervenions de manière simultanée sur le dossier, même pour confronter nos idées, peut-être avoir un argumentaire différent, mais pour que le client également puisse raisonner par rapport à ce que nous lui expliquons. Et enfin, on en tirera les conséquences et on mettra donc en place les solutions qui auront été préconisées si le client les accepte. Donc, vous voyez que, outre cette présentation aujourd'hui qui est assez détaillée, assez dense, hein, ces slides ne sont pas toujours très esthétiques, mais elles vous donnent à minima tous les éléments pour réfléchir d'un point de vue retraite obligatoire et optimisation patrimoniale. La réalisation de nos dossiers va encore plus loin, évidemment, c'est encore une autre étape qui n'est pas à destination de tout le monde, évidemment, mais qui concernera, je pense, beaucoup d'entre vous aujourd'hui et qui permettra d'aller toujours plus loin et d'interpréter de manière plus spécifique vos retraites obligatoires et votre optimisation patrimoniale. Donc, on vous renouvelle tous nos remerciements pour avoir assisté à ce webinaire aujourd'hui et on reste ouvert à vos questions. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à vous deux. N'hésitez pas à tout de suite scanner le code pour prendre rendez-vous. C'était très clair, donc bravo à vous deux. La plupart des gens sont restés jusqu'à la fin, donc ça veut dire que vous avez nourri l'audience. Alors, je vais commencer. On n'a pas beaucoup de temps. Il nous reste 7 minutes pour clôturer. Je vais poser les questions dans l'ordre d'arrivée. Et puis, vous en faites pas. De toute façon, ces questions, elles seront exportées, elles seront envoyées à nos intervenants et ils vous répondront dans un autre moment si jamais on n'a pas réussi à prendre votre question. Je vais tout de suite démarrer. Alors, il y a sûrement des choses que vous avez déjà abordées, mais je pense que c'est bien parce qu'il y a des gens qui sont arrivés en retard, il y a des gens qui sont arrivés entre-temps. On va peut-être reprendre les questions dans l'ordre d'arrivée. Donc, Aurélie nous dit, y a-t-il un cumul possible si parcours en France, US et autres pays européens? Donc là, on parle de la retraite française. Alors non, justement, malheureusement, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que vous pouvez cumuler les pays au sein de de l'espace économique européen, mais par contre, vous ne pourrez pas cumuler à ce premier accord, qui en soi d'ores et déjà un accord social, une autre convention bilatérale de sécurité sociale. C'est comme si le régime européen était à part entière
une convention. Et de ce principe de non-cumul, vous ne pourrez pas cumuler avec l'accord européen une autre convention bilatérale de sécurité sociale. Merci. Alors, on a Arthur qui nous demande comment cela fonctionne lorsqu'on travaille à son compte. Alors, je pense qu'on est aussi sur la retraite française. Lorsqu'on travaille à son compte aux États-Unis, potentiellement. On va voir, peut-être qu'Arthur pourra nous donner quelques infos supplémentaires. Arthur, n'hésitez pas à lever la main et à prendre la parole. On aime toujours entendre la voix de notre audience. Alors, on avait une autre question que j'avais vue. Ah oui, je redis, hein, bien sûr, tous nos webinaires sont enregistrés. Donc, tout ça, c'est disponible en replay dans les prochaines heures sur French Morning, sur notre compte Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn aussi. Il sera uploadé. Et bien sûr, dans la catégorie en bas de la homepage de frenchmorning.com, il y a tous nos webinaires. Vous avez tout à la fin de la homepage et vous retrouvez tout ça. Une très bonne question. Est-ce qu'il y a un minimum d'années qu'on doit travailler aux États-Unis pour bénéficier du taux plein à la convention entre la France et les États-Unis? Alors non, pas aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez également cette borne d'âge comme en France, mais elle n'est pas liée à une durée de travail, elle va uniquement être liée à un âge et vous aurez le taux plein à 67 ans. Si vous anticipez ce 67 ans et partez donc à 65, 64 ans, vous aurez une minoration de vos pensions qui ne sera pas liée à votre durée de travail aux États-Unis. Donc non, il n'y a pas de lien entre la durée d'assurance française et américaine. Aux États-Unis, c'est uniquement lié à cet âge, à cette borne d'âge. Parfait. Alors, on a Arthur qui a levé la main. Donc, Arthur, on vous écoute. C'est mieux comme ça. Parfait. Bonjour et merci pour cette présentation. C'était à peu près clair, étonnamment. Ma question, effectivement, concernait le cas de figure où on travaille à son compte aux États-Unis et comment est calculé, est-ce qu'on prend en compte les trimestres travaillés quand on est à son compte du point de vue américain et du point de vue français? Alors, si vous êtes à votre compte aux États-Unis et que vous êtes affilié à la Social Security Administration, c'est-à-dire que vous cotisez, vous avez un revenu soumis à cotisation sociale aux États-Unis, alors oui, le fait de verser des cotisations sur cette rémunération aux États-Unis vous donnera le droit à une pension américaine. Et étant français expatrié, ces cotisations versées aux États-Unis donnant droit à la reconnaissance de trimestres, ces trimestres seront également reconnus par la France. Parfait, merci beaucoup. S'il y a d'autres questions qui ont besoin d'être posées à l'oral, n'hésitez pas à relever la main. On a une autre question d'un auditeur anonyme. Est-ce que la France a un contrat bilatéral avec Singapour? Alors, je vous avoue ne pas connaître par cœur l'ensemble des conventions bilatérales de sécurité sociale. Il y en a 42. Vous pouvez vous rendre sur le site du CLES.fr qui répertorie l'ensemble des conventions bilatérales de sécurité sociale. De mémoire, il n'existe pas de convention avec Singapour. Je vous invite toutefois à vérifier cette information. Je ne connais pas par cœur les 42 conventions qu'il existe aujourd'hui, mais il ne me semble pas qu'il y en ait avec Singapour. Non. Parfait. Question d'un auditeur. Pardon. Le CLES, ça s'écrit CLEI2S. Si vous voulez aller vérifier cette information pour être sûr. Oui, c'est important de préciser, c'est vrai. Je les ai rencontrés il y a quelques années. Un auditeur anonyme nous demande comment se calcule le SAM si le nombre d'années passées en France est inférieur à 25 ans. Excellente question. Alors, dans ce type de situation, on ne prendra en compte dans cette moyenne que les années effectivement effectuées en France. Donc, si nous n'avons que 10 années travaillées en France avec 10 salaires français, 10 rémunérations françaises, la moyenne se fera sur ces 10 années et non sur 25. La France viendra adapter ce montant évidemment au nombre d'années. C'est uniquement dans le cas où on dépasse 25 que là, on va prendre ce qu'on appelle les meilleures années, donc les 25 meilleures années. Sinon, on ne prendra en compte que le nombre d'années effectivement effectuées en France. Parfait.
S'il y a des gens qui ont des difficultés avec le QR code, n'hésitez pas à prendre en photo vous pouvez faire une photo de l'écran et vous avez du coup les contacts de Maxime et Grégoire. Par contre, vous en faites pas, on vous renvoie un mail aussi dans les 24 heures avec le replay et les contacts des intervenants. Et je vais les remettre aussi dans le chat si vous voulez les recopier. Une très bonne question. Quel est le coût d'une consultation avec Maxime ou Grégoire ou les deux? Alors, c'est une question qui est assez difficile à répondre parce que ça va vraiment dépendre du niveau de la consultation, c'est-à-dire déjà du statut de la personne, si elle a été expatriée dans un certain nombre de pays ou uniquement États-Unis, France. Ça va dépendre également de son âge, ça va dépendre des niveaux de cotisation et de rémunération qui vont être donc liés également aux optimisations qu'on pourra mettre en place, soit chez Épargne Pluriel, soit chez LLC. Nous, on préconise évidemment, et c'est pour ça qu'on se présente à deux devant vous aujourd'hui, un dossier commun. Ce serait assez difficile de vous donner un montant fixe. Je vais quand même faire l'effort de vous donner une tranche de prix pour avoir une idée. On serait au bas mot aux alentours de 1 500 € hors taxe pour une consultation globale et on serait plutôt aux alentours de 2 000, 2 500, voire un peu plus, peut-être 3 000 € hors taxe pour une consultation commune sur un dossier plus classique, et sur des dossiers très complexes, on viendra adapter. Mais aujourd'hui, il est assez difficile de donner un montant précis. Alors, je sais que c'est frustrant que vous aimeriez connaître un prix précis, mais malheureusement, ça va vraiment dépendre du statut de la personne, de la complexité de sa carrière, puisqu'in fine, le travail que Grégoire, que Épargne Pluriel fournira et le nôtre va vraiment dépendre de ce niveau de détail. Comme vous pouvez le comprendre, ce ne sera pas le même nombre d'heures de travail selon le nombre d'expatriations, le nombre de calculs de retraite et de règles spécifiques, et donc d'optimisation disponible d'un point de vue retraite obligatoire et d'un point de vue également optimisation patrimoniale. Je peux peut-être laisser répondre Grégoire aussi sur cette partie-là. Voilà, alors moi je vais rebondir là, notamment sur la partie épargne plurielle. Nous, on va avoir en fait deux types de rémunération principalement. Si on est vraiment sur une mission de conseil pur, c'est-à-dire comment aujourd'hui je peux optimiser la fiscalité d'un parc immobilier que j'ai déjà en France, qu'il soit familial ou personnel, nous, sur une mission de conseil, évidemment, on se paye sous forme d'honoraires. Donc ces honoraires, si c'est une consultation bilatérale avec LLC Retraite, évidemment, ils seront joints. Et si ensuite on a vraiment une activité de mise en place d'un investissement locatif, nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est une société affiliée à notre cabinet. Alors, ce sont les mêmes directeurs, ils sont vraiment affiliés au cabinet qui s'occupent de l'ensemble de la démarche de l'investissement locatif. Enfin, on va de la définition du projet en passant par le financement jusqu'à potentiellement, bientôt, je l'espère, la mise en location du bien. Mais en tout cas, on a une activité de chasse immobilière. Si nous, on fait l'activité de chasse immobilière, personnellement, un EP épargne pluriel, on ne fera pas payer d'honoraires parce qu'on se rémunère sous forme de mandat de recherche. Donc, on a, en fonction des budgets, on a un mandat de recherche pour un bien immobilier. Donc, nous, ça va être très variable, mais en effet, si c'est simplement une prestation de conseil bilatérale, on aura des honoraires avec LLC Retraite qui seront joints. Et puis, de toute façon, naturellement, toujours annoncé en toute transparence avec vous. Parfait. On va rajouter, pour ceux que ça intéresse, on va rajouter 5 minutes si Maxime et Grégoire sont encore disponibles 5 minutes. Tout à fait, je vais juste encore poser quelques questions. On avait une question d'Aurélie. Qu'en est-il des périodes d'interruption d'activité qui ont lieu à l'étranger? Est-ce qu'elles seront validées à la retraite en France? Alors, tout dépend de l'affiliation à ce moment-là. Et tout dépend également de la nature de cet arrêt d'activité. S'il n'y a aucune affiliation avec la France et que c'est uniquement une affiliation avec la Social Security Administration, si pendant cet arrêt d'activité, il y a une poursuite de versement de cotisations sociales aux États-Unis et donc la reconnaissance des périodes, oui, elles seront reconnues en France au même titre qu'une période d'activité. Si toutefois il y a un arrêt de versement de cotisation et que la période ne peut pas être reconnue par les règles de la SSA, donc de la Social Security Administration, dans ce cas, la France ne les reconnaîtra pas. Donc ça dépend de la nature, ça dépend aussi de l'affiliation à ce moment-là. Si par exemple, vous avez une affiliation encore avec la France, potentiellement, ça peut différer. De manière générale, ma réponse est celle que j'ai expliquée juste avant, c'est s'il y a des cotisations versées à la SSA ou des périodes reconnues par la SSA, par les règles spécifiques de la SSA, oui, ce sera reconnu par la France et donc par les États-Unis. Inversement pour la France, si en France,
comme je vous l'expliquais par exemple avec la maladie. Si vous êtes en arrêt maladie en France, vous versez donc des cotisations en France et donc ces périodes seront prises en compte aux États-Unis. Donc dans les deux cas, la règle est la même. Donc j'ai tendance à dire que oui, s'il y a cotisation ou substitution de cotisation, et non s'il n'y a pas. Parfait. Il y avait des questions de Ali qui étaient un peu en détail et très personnelles. Donc, Ali, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer vos questions. De toute façon, toutes les questions vont être envoyées. Et je pense que Maxime et Grégoire peuvent s'engager à vous répondre dans les meilleurs délais avec leurs équipes. Donc, tout ce qui est trop personnel, c'est mieux que vous le gardiez à titre privé. Alors, on va prendre une dernière question que j'aime. Tiens, une personne qui a eu une carte verte peut-elle bénéficier de la retraite américaine une fois rentrée en France, même si la carte verte a expiré? Alors, il n'y a pas nécessairement de lien avec la green card. Alors, je ne suis pas expert sur le sujet de la carte verte, mais en tout cas, s'il n'y a pas de période d'activité et ni de versement de cotisation aux États-Unis, il n'y aura pas de pension américaine. C'est-à-dire que, comme je l'expliquais, il faut au bas mot avoir validé 1 année et demie d'activité effective aux États-Unis pour bénéficier d'une pension américaine et 10 ans en cumulé avec une convention bilatérale, par exemple la France et les États-Unis. S'il n'y a pas eu cette période d'activité aux États-Unis avec un versement de cotisation aux États-Unis, il n'y aura pas de pension américaine. Ça n'a pas nécessairement un lien avec une carte verte. Alors, je vous avoue ne pas maîtriser parfaitement le sujet de la carte verte, mais en tout cas, s'il n'y a pas eu de travail aux États-Unis et donc pas de cotisation, il n'y aura pas de retraite. Et à l'inverse, s'il y a eu des cotisations, il y a une retraite. J'ai trouvé une autre question, je pense qu'il peut intéresser pas mal de monde. Est-ce que le UK fait partie de l'Union européenne pour la retraite? Alors, c'est un sujet malheureusement qui va être un peu complexe à détailler dans l'immédiat, surtout sans support visuel. J'aurais tendance à dire qu'avant le Brexit, oui. Les personnes arrivées avant le Brexit, oui. Les personnes post-Brexit, c'est très compliqué. Mais je ne pourrais pas donner une réponse très détaillée là, comme ça, sans support, parce que le sujet est assez complexe et a le mérite d'être traité à part entière. On saura répondre à ces questions-là de manière tout à fait privée. Ici, le détailler à l'oral, je pense que je perdrais beaucoup de monde. Donc, ma réponse générale serait oui avant le Brexit, oui si vous êtes arrivé avant le Brexit et assez complexe à l'heure actuelle si vous arrivez au UK, de par le fait qu'aujourd'hui, il y a encore des négociations entre la Commission européenne et le UK sur la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Parfait. Mais je pense qu'on fera peut-être dans les prochains mois un sujet là-dessus. Et puis, on a un dernier téméraire qui levait la main. Donc, on va l'écouter et puis après, on clôturera ici. Bonjour Christian, je crois que vous aviez une question. Ah, Christian, je crois que votre micro ne fonctionne pas. Il est ouvert, mais je crois qu'il ne fonctionne pas. Bon, bah dommage. N'hésitez pas à contacter directement Maxime et Grégoire et puis ils vous répondront sur votre question. Merci en tout cas encore à vous deux. Merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. J'ai remis dans le chat les emails de Grégoire et Maxime, donc là vous les avez. Et puis si vous avez des questions autres, n'hésitez pas à m'écrire. Je pense que vous avez tous mon mail puisqu'on vous envoie pas mal d'invitations. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain webinaire French Morning. Merci encore à vous deux d'avoir été très clairs aujourd'hui et d'avoir répondu aux questions de notre audience. Et puis, à très bientôt sur French Morning. Avec grand plaisir. À très bientôt, Romain. Au revoir. Merci à tous.